Bonjour et allons-y pour ce TD4 sur le Scrabble des laboratoires Java dans le cadre du cours Dev2. Donc commençons par créer un projet pour ce TD4. Donc ici je crée un projet, attention bien prendre Maven pour créer votre projet. Enlever le code d'exemple éventuel, ici la case est décochée. Et nous pouvons comme ça créer nos premières classes. Alors on nous dit de créer nos classes dans un package qui va s'appeler G1, 2, 3, 4, 5. Donc moi ça sera nri.scrabble. Et puis on met nos classes. Donc ici je rajoute point et j'écris le nom de la première classe à créer qui est letter avec évidemment une majuscule comme toutes les classes. Dans cette classe letter, on nous dit de créer un attribut qui s'appelle letter, qui est de type caractère, donc char. Donc char letter. Et puis évidemment, il faut créer un constructeur. Alors on va créer un constructeur qui permet de construire une lettre avec la lettre donnée et un getter qui va également permettre de récupérer la lettre contenue dans la classe letter. Alors si je me contente de ce code et que je vais créer une classe main, alors je vais faire ça tout de suite, je crée une classe main dans laquelle j'écris une méthode main PSVM, public static void main, et que je lance la création d'une lettre que je vais appeler L, new letter, et puis je vais mettre par exemple la lettre A dedans, et que j'affiche simplement le contenu de cette lettre. Vous voyez, quand j'écris L point, j'ai deux possibilités. Il y a letter, qui est un char, et get letter, qui est un char aussi. Alors je vais commencer par letter, et je vais exécuter ce code-là. Donc je vais exécuter ma classe. Donc ici, évidemment, je vois A s'afficher. Maintenant, on me dit aussi dans le TD que la classe letter devrait avoir un attribut privé letter. Or, moi, je n'ai pas déclaré mon attribut privé. Donc si je rajoute maintenant qu'il doit être privé, vous voyez que Java maintenant se plaint d'un problème. Si je retourne dans la méthode main, maintenant le letter est en rouge, sous-entendu ça ne fonctionne plus. Et effectivement, si j'enlève le point et que je le remets, le letter n'est plus proposé à l'autocomplétion, seulement le get letter. Donc ça, c'est l'objectif du modificateur private. Ça permet dans la classe letter, alors je vais ici essayer d'avoir deux fenêtres. Vous voyez, dans la classe letter, l'attribut letter est privé, ce qui veut dire qu'il n'est pas accessible depuis une autre classe. Donc ici, vous voyez que dans la classe main, je peux utiliser getLetter parce que ça, c'est une méthode qui est publique. Mais par contre, je ne peux plus utiliser directement letter parce que ça, c'est un attribut qui est maintenant privé. Okay. Quand j'enlève le private, j'ai le droit de l'utiliser parce qu'alors, il n'est pas privé. Par contre, si je remets private, alors à ce moment-là, je ne peux plus l'utiliser. Alors on pourrait se poser la question, quelle est la différence entre ne rien mettre et écrire public? Vous verrez ça dans un TD ultérieur. Ok, revenons à notre classe main. On va utiliser maintenant, alors là j'ai un petit peu paumé Java, mais si j'essaye de relancer la machine, vous allez voir que tout fonctionne bien. Et je remets private ici. Et donc maintenant, je dois remettre getLetter. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma classe letter, en tout cas une première version de ma classe letter complète. Passons maintenant à la classe board. Donc ici, créons encore une fois une nouvelle classe, board. Et cette classe board va être responsable de contenir le plateau de jeu, à savoir un plateau de 15 x 15 lettres. Alors, comment créer ce plateau de jeu? Dans l'énoncé du TD, on vous fait plusieurs propositions, on vous en fait deux, une liste de lettres, ou alors un tableau de lettres. On va ici considérer la version numéro 2, c'est-à-dire un tableau de lettres. Donc je vais faire private, puisque on a envie que nos attributs, en général en Java, soient privés, pour des raisons d'encapsulation que vous verrez si ce n'est pas encore fait au cours. Et on va utiliser le type, alors c'est pas letter, c'est letter crochet crochet. Donc c'est bien un tableau de lettres. Et cet attribut, on va l'appeler squares. Ok.
Une fois que cet attribut est créé, on va maintenant créer un constructeur. Alors si je génère un constructeur, attention que par défaut, il va me sélectionner l'attribut et il va me proposer de créer le tableau en recevant un tableau de squares ou un tableau de lettres squares en paramètres. Mais j'ai pas envie de ça. Moi, ce que je voudrais, c'est que quand je crée un plateau de jeu, tout simplement, le tableau squares soit créé à ce moment-là et ne soit pas reçu en paramètres. Okay, donc on va simplement écrire 10.squares égale un nouveau tableau de lettres, un nouveau tableau à 2 dimensions de lettres, qui va contenir 15 lignes et 15 colonnes. Okay. Donc ceci veut dire que quand je construis board, eh bien, je vais définir mon attribut squares à un nouveau tableau à 2 dimensions de 15 x 15 lettres. Ensuite, nous allons créer deux méthodes. La première qui va, très simple, récupérer une lettre à une position donnée. On nous donne la signature dans l'énoncé qui est public letter get. Get est le nom de la méthode. Intro incol. Alors attention que ceci n'est pas un getter simple. Ce n'est pas simplement un getter que je peux faire générer. Si j'essaye de faire générer un getter pour squares, je vais me retrouver avec un getter qui va simplement me retourner l'attribut squares, qui est bien un tableau à 2 dimensions. Ce n'est absolument pas ça que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment une méthode qui va me retourner une seule lettre à une position row-call donnée. Et comment est-ce qu'on peut obtenir ça? Eh bien, dans sa version la plus basique, on va return 10.squares, crochet row, crochet call. Alors, ceci, c'est effectivement la version basique, mais qu'est-ce qui se passe si row et call ne sont pas dans les dimensions, c'est-à-dire entre 0 et 14 pour notre tableau 15 x 15? Eh bien, une erreur, évidemment, va apparaître. Alors, j'aimerais bien pouvoir contrôler quel type d'erreur apparaît, donc quel type d'exception apparaît. Et donc, pour ça, je vais simplement moi-même, ici, avant de faire mon return, rajouter une petite condition, voire plusieurs conditions. Si jamais row est négatif ou plus grand ou égal alors au nombre total de lignes, alors le nombre total de lignes c'est 15, mais je pourrais aussi écrire 10.squares.length, ça aurait du sens. Et dans cette situation-là, donc soit c'est trop petit, soit c'est trop grand, et bien dans cette situation-là, je vais faire une exception, donc throw new illegal argument exception, le paramètre row doit être entre 0 et 14. Ok. Alors, si j'écris 14 explicitement dans mon message d'erreur, c'est peut-être un petit peu dommage parce que ça veut dire que je me restreins au cas où le nombre de colonnes doit être 15, mais comme ici, j'ai utilisé 10.squares.length, eh bien je vais faire la même chose dans mon message d'erreur et je vais rajouter simplement la valeur de 10.squares.length -1. Ensuite, je fais la même chose pour les colonnes. Donc pour les colonnes, je vais simplement dupliquer et je vais modifier row par col. Et ici, il faut que ce soit le nombre de colonnes dans la rangée donnée. Et ici, il faut que ce soit le nombre de colonnes dans la rangée donnée. Voilà, si je veux être un peu général, ça devrait fonctionner comme ceci. Ok. Donc encore une fois, 10.squares.length, c'est le nombre de lignes dans mon tableau à 2 dimensions. 10.squares crochet row, c'est la ligne spécifiée dans mon tableau à 2 dimensions. Et si je rajoute .length, j'obtiens donc le nombre de cases dans cette ligne-là, c'est-à-dire le nombre de colonnes. En général, ce n'est pas très important quel row on choisit spécifiquement, puisque la plupart du temps, toutes les lignes vont avoir, toutes les rangées vont avoir autant de cases les unes que les autres. Mais par habitude, j'aime bien spécifier la row dans laquelle je suis à ce moment-là dans le code. Okay, donc ici, elle a un numéro, c'est row, donc je l'utilise. La deuxième méthode que nous allons écrire, c'est une méthode qui va permettre de poser des lettres sur le plateau de jeu. Donc pareil, elle sera publique, mais cette fois-ci, elle sera void, elle ne va rien retourner, elle va faire quelque chose, elle va modifier le plateau, mais elle ne va rien retourner. Et on va on va définir cette méthode qu'on va appeler setLetters. SetLetters, on pourrait aussi l'appeler PutLetters ou un autre nom, peu importe. Dans notre cas, on va l'appeler setLetters. Donc,
Qu'est-ce que va faire cette méthode? Elle va permettre de déposer à une position, donc row call donnée, et dans une certaine direction, donc soit horizontalement sur une ligne, soit verticalement sur une colonne, donc dans une certaine direction, eh bien un certain nombre de lettres. Et ces lettres vont être données dans un tableau, un petit tableau, letter crochet, donc un tableau de lettres qu'on va appeler letters, tout simplement. Ok. Alors évidemment, première chose qu'on observe, c'est que la classe direction ici n'existe pas encore. Et bien donc on va la créer. Mais ça sera une classe très particulière. C'est ce qu'on appelle une enum. Donc je fais de nouveau un clic droit sur mon package, new Java class. Je l'appelle direction, mais je ne choisis pas une classe qui serait un truc très générique, mais une classe très spécifique qui est un enum ou une enum. Donc une énumération. Et le fonctionnement d'une énumération est le suivant, c'est qu'il s'agit d'une classe pour laquelle le nombre d'instances est connu au moment où on écrit le code. Donc ici, quelles sont les instances de la classe direction? Donc quelles sont les directions possibles? Je vais en avoir deux, je vais avoir horizontal et vertical. Si on prend la classe dog qu'on avait écrite dans les premiers TD pour comparer, un dog, on pouvait en instancier plusieurs. On peut instancier un dog qui serait Milou, un autre dog qui serait Rantanplan, peu importe. On peut avoir comme ça plusieurs dogs et on peut en instancier d'autres au fur et à mesure. On pourrait faire une boucle qui instancie plein de dogs. Pour les directions, c'est différent. On a exactement deux instances, horizontale et verticale, et elles sont écrites, codées en dur dans le code, et on ne peut pas en rajouter d'autres, à moins évidemment d'écrire ici dans le code d'autres instances. Okay, donc c'est vraiment au moment d'écrire la classe qu'on peut spécifier quelles sont les instances. Okay. Alors, donc ça c'est pour ma classe direction, et je vais pouvoir maintenant, vous voyez que maintenant c'est plus en rouge, hein, je vais pouvoir maintenant écrire le code de setLetters. Alors, en pseudocode, que doit faire setLetters? Eh bien, on part de rowcall, on pose la première lettre, ok, la première lettre. Alors, la première lettre, elle s'appelle en fait letters crochet 0, hein, donc ça c'est la première lettre qu'on va déposer. Ensuite, on avance, et on avance dans quelle direction? Eh bien, en row plus 1 call si on va verticalement, et si on va horizontalement, on va à ce moment-là en row call plus 1 si on va horizontalement. Ok. Donc ça, c'est le principe général. Ok. Donc on avance soit verticalement, soit horizontalement, et puis évidemment, on pose la seconde lettre, ou la deuxième lettre, ok, et ainsi de suite. Ok, on avance, on pose, on avance, on pose. Alors, étant donné ce pseudocode ou cet algorithme-là, eh bien, on va maintenant l'écrire et on va écrire une boucle. Donc ici, je vais écrire une boucle qui va simplement parcourir le tableau de lettres. Donc je vais utiliser un for i qui va me parcourir mon tableau de lettres. Et pour chaque lettre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la déposer au bon endroit, donc 10.squares, crochet row, crochet col, égale letters, crochet i. Voilà, je dépose la lettre. Ensuite, j'avance. Donc, si la direction est égale... alors, comment est-ce que je vais l'écrire? Je vais l'écrire comme ça. If d égale direction.horizontale. Donc, si la direction est horizontale, à ce moment-là, je veux augmenter col. Sinon, je veux augmenter row. Hein, en accord avec ce que j'avais écrit juste au-dessus dans mon pseudocode. Donc, je pars de row call, je pose la lettre, puis j'avance, puis je pose la lettre, etc. Donc ça, c'est ma boucle. Ok. Donc ceci étant dit, maintenant j'ai effectivement un algorithme qui a l'air de se tenir. Alors, on peut le tester. Alors, c'est parti pour un petit test. Donc, on va écrire un petit code pour tester cette fonction-là. Et pour ça, je vais me baser sur ce qui est écrit évidemment dans le TD. Et dans le TD, en fait, on vous propose d'écrire du code. Alors, je vais l'écrire avec vous et essayer de l'expliquer.
Donc, première chose, c'est qu'on définit un board. Donc on met d'abord une variable dans laquelle on crée un nouveau board et on va en faire quelque chose après. Okay, donc ce board, rappelez-vous, il contient en interne un tableau à 2 dimensions 15 x 15. Mais ce n'est pas lui-même un tableau 15 x 15. Donc je ne peux pas faire B crochet 0, B crochet 0 pour essayer d'avoir la lettre en position 0, 0. Ça ne fonctionne pas. Il faudra utiliser la méthode get que nous avons écrite. Ensuite, on va créer un petit tableau de lettres. Donc, créer un nouveau tableau de lettres dans lequel on va mettre 2 lettres. Une première qui va contenir simplement A et une deuxième qui va contenir simplement B. Ensuite, on va utiliser la méthode setLetters sur notre board, setLetters, et je vais partir de la position 0, 0. Je vais aller dans la direction horizontale et je vais mettre mon tableau de lettres. Okay. Et maintenant, si tout va bien, sur mon board en position 0,1, je devrais avoir la lettre B. Et sur mon board en position, une autre position, alors je vais prendre au hasard 3, 4, je devrais avoir aucune lettre. Donc ici, normalement, j'aurai un nul qui va s'apparaître. Okay. Donc ça, je vais exécuter ceci. Et donc avec un peu de chance, je vois B, effectivement, suivi de nul. Okay. Remarquez par rapport au TD, j'ai inversé les 2 lignes. C'est pour ça que vous voyez d'abord le B et puis le nul. Chez vous, si vous avez copié-collé le code, vous voyez sans doute nul et puis B. Maintenant que la méthode est écrite, passons un tout petit peu de temps à essayer de vérifier si les paramètres row et col ont du sens. Par exemple, si j'essaye de placer des lettres en dehors du plateau, bah, ça doit me faire une erreur, donc une exception doit être levée. De la même manière, si j'essaie de placer des lettres alors qu'il y en a déjà à cet endroit, une exception doit être levée. Alors, pour tester qu'une position donnée row-col est dans le plateau, ça nous avons déjà écrit ce code-là, c'était ici au-dessus. Et donc j'ai envie de réutiliser ce code. Je veux le réutiliser, alors évidemment réutiliser ça peut vouloir dire copier-coller, mais c'est peut-être pas une bonne idée de copier-coller parce que si jamais je veux ajuster légèrement les exceptions, j'aurai plusieurs endroits où les ajuster. Et donc ici je vais utiliser plutôt une méthode privée, donc c'est un peu comme une fonction qui sera accessible uniquement depuis ma classe board que je définis en interne de la classe pour faire un certain nombre de choses. Donc ici, je vais extraire une méthode. Alors pour extraire une méthode, soit on le fait à la main, soit on le fait automatiquement. Je vais commencer par le faire à la main, simplement en disant, voilà, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux vérifier que je suis dans le plateau de jeu. Okay, donc je vais vérifier que row et col sont dans le plateau de jeu. Donc j'écris AssertInside, c'est simplement le nom de la méthode que je choisis. Certains écrivent check index, ça aurait également beaucoup de sens. Et je vais écrire maintenant cette méthode-là. Donc elle sera privée, ma méthode. Elle s'appelle AssertInside et elle ne retourne rien. Mais elle s'appelle AssertInside et elle reçoit un row et un col. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait exactement ce qu'on faisait avant, à savoir le code que j'ai copié-collé. Donc ici, vous voyez que j'ai simplement écrit une méthode qui ne retourne rien, mais qui, étant donné row et col, vérifie que row et col ont du sens, et sinon, lève une illegal argument exception. Ok, donc ça c'est mon AssertInside. Et maintenant que je l'ai extrait de ma méthode get, je vais pouvoir l'utiliser dans mon setLetters. Alors juste pour illustrer le fait que ce type d'extraction de méthode est vraiment très courant en programmation, on appelle ça une refactorisation, ça fait partie de la catégorie des refactorisations, il y a plein d'autres refactoring ou refactorisations possibles, mais celui-là en est un. Et donc, dans beaucoup de cas, et c'est le cas avec IntelliJ, l'éditeur peut vous aider à le faire. Donc ici, je vais revenir en arrière, hop, je défais tout ce que j'ai fait, et je reviens à la situation de départ où j'avais ces 2 lignes de code. Et vous pouvez ici simplement utiliser Alt-Enter, peut-être cliquer sur la petite cloche, oui tout à fait, cliquer sur la petite cloche et suivre les propositions, donc extract method, et il faut donner un nom à cette méthode, vous voyez ici extracted est en bleu,
il y a le curseur qui clignote, et donc simplement, c'est là, à cet endroit-là que je choisis un nom pour la méthode. Donc ici, j'avais dit assert inside, enter, et voilà, j'ai ma méthode assert inside qui a été déclarée private void complètement automatiquement. Okay, donc ça, c'est relativement pratique. Cette méthode existe maintenant, donc je vais aller pouvoir l'utiliser dans ma boucle for, et donc je vais simplement, dans la boucle for, hop, désolé, j'ai cliqué là où il ne fallait pas. Dans la boucle for, je peux vérifier que row et col sont bien dans le plateau, avant d'aller les modifier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester si, à cette position-là, il se trouve déjà quelque chose ou pas. Okay, donc, encore une fois, je vais utiliser la méthode get pour vérifier si, à cette position-là, il se trouve quelque chose. Et s'il se trouve quelque chose, donc si get est différent de nul, encore une fois, je vais lever une exception en disant, mais ma foi, la case n'est pas vide. Et puis je vais écrire row et col ensuite. Okay, donc ça, c'est pour le message d'erreur. J'ai oublié le mot new, voilà, throw new, illegal argument exception. Alors en faisant ça, on réalise que j'appelle assertInside ici, et puis j'appelle la méthode get. Mais la méthode get elle-même fait appel à assertInside. Donc ça, vraiment, c'est pas vraiment nécessaire. On peut le laisser, mais on n'est pas obligé. Ici, j'ai tendance à me dire, bah, ok, le assertInside, peut-être, il n'est pas complètement pertinent. Donc je ne sais pas si je vais le laisser. Mais voilà, on pourrait vraiment l'enlever. Peut-être je vais le mettre en commentaire pour l'instant. De toute façon, je ferai une deuxième modification juste après. Ok, alors ceci étant fait, ben, ça va me permettre d'éviter d'écraser une lettre déjà existante. Alors pour tester ce fonctionnement-là, pour vérifier que ça fonctionne, eh bien je vais maintenant essayer de créer, de mettre encore des lettres et de les déposer à des endroits où il y a déjà des lettres. Donc je vais, dans mon code de test, dans ma méthode main, je vais réessayer un setLetters. Alors je vais le faire verticalement maintenant, et je vais simplement écrire un tableau de lettres avec une lettre, juste pour vérifier ce qui se passe. Donc maintenant je mets la lettre C, et on va voir ce que ça donne au moment de faire ce setLetters. Donc on est parti. On voit effectivement une exception. Et on me dit la case n'est pas vide en 00. Ok, donc ça prouve bien, enfin en tout cas ça illustre bien le fait que ce code fait ce qu'on lui demande de faire, à savoir vérifier s'il y a déjà quelque chose à cet endroit-là. Alors, juste avant d'en finir avec cette méthode setLetters, j'aimerais bien revenir un petit peu sur cette vérification d'erreur ici qu'on a mis en place. Il se fait que probablement une bonne pratique ici serait de vérifier d'abord s'il y a des erreurs, et puis ensuite seulement de modifier le plateau de jeu. J'essaie de m'expliquer. Vous voyez que ici nous sommes dans une boucle, et dans cette boucle on vérifie si la case courante pose un problème quelconque. Si la case courante pose un problème, on lève une exception, sinon on modifie la case courante. Alors imaginez que vous avez une boucle avec un nombre de lettres qui est peut-être, je sais pas moi, 5 lettres. Vous avez 5 lettres différentes à poser. Les 3 premières lettres, pas de problème, vous pouvez les poser. Et la 4e, pas de chance, il y a déjà quelque chose à cet endroit-là, on ne peut pas la déposer, et donc on lève une exception. Alors mon problème avec cette situation-là, c'est que si jamais plus tard, on va essayer de rattraper l'exception, d'intercepter l'exception, comme on l'a déjà vu en Python avec try-except, et qu'on va pouvoir faire en Java avec un try-catch, eh bien, si on essaye de faire ça, on va se retrouver avec un plateau de jeu qui a été partiellement modifié, et puis on a intercepté l'exception, et le programme continue de se dérouler alors que le plateau de jeu a été partiellement modifié. Alors cette situation-là est fort désagréable, on aimerait vraiment l'éviter, et donc la bonne pratique ici, ça va être de vérifier d'abord, avant la boucle for, vérifier que tout est OK, c'est-à-dire que toutes les cases sont bien dans le plateau de jeu et qu'aucune case ne contient déjà quelque chose, et ensuite seulement de faire la modification du plateau de jeu avec la boucle. Okay, donc pour ça, on va simplement dupliquer
ici la boucle for. Dans un premier temps, on fait un passage de boucle pour vérifier que tout est bien. Et dans un deuxième temps, on fait un passage de boucle pour effectuer les modifications. Évidemment, il faut que je garde ceci pour que ça fonctionne. Ok, donc, et je vais enlever ce commentaire-ci qui ne sert plus à rien. Ok, donc premier passage de boucle, vérification. Deuxième passage de boucle, modification. Alors maintenant, on se dit, mais j'ai quand même pas mal copié-collé de code. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, c'est pas vraiment nécessaire en réalité. On pourrait un petit peu modifier le premier code parce que finalement, ici, on passe au travers de toutes les cases à chaque étape en se disant, ben, je fais soit de col++, soit de row++. Encore une fois, ceci, ben, c'est un code qui est identique dans les deux cas. Est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu l'améliorer? Et une façon de l'améliorer, alors c'est pas grand-chose, mais c'est une façon relativement courante de faire, c'est de se dire, mais au fond, comment est-ce que je passe d'une case à la suivante? Alors oui, dans ce cas-ci, ça dépend de la direction, mais de manière générale, il va y avoir... on pourrait dire qu'on avance le numéro de colonne d'une certaine quantité et le numéro de ligne d'une certaine quantité. Et la quantité, c'est 0 ou 1 en fonction de est-ce qu'on va horizontalement ou verticalement. Et donc on peut imaginer définir deux variables que je vais appeler décolle et dérow. Alors décolle vaudra quoi? Eh bien, si la direction est horizontale, le numéro de colonne doit avancer de 1 et donc décolle vaudra 1. Donc si direction est horizontale, la décolle vaut 1, sinon il vaut 0. Pareil pour... pardon, si D est égal à direction horizontale, voilà, c'est 1, sinon c'est 0. Pareil pour dérow, et là c'est l'inverse. Donc c'est si la direction est horizontale, le dérow il vaut 0, et sinon il vaut 1. Ce qui nous permet à ce moment-là de plus facilement augmenter col et row, puisque col va toujours augmenter de décolle, et row va toujours augmenter de dérow. Et donc là, on a gagné peut-être un tout petit peu en lisibilité, je pense, hein, en faisant ça, puisque maintenant, on ne doit plus faire de if à l'intérieur du for, ce qui est un petit gain. C'est pas grand-chose, hein, comme je le dis, mais c'est un petit gain. Alors ici, on pourrait également se dire, bah, finalement, je pourrais, plutôt que de faire row call, je pourrais, et de le modifier ici, je pourrais directement ici rajouter quelque chose. Alors est-ce que j'ai envie de le faire? Je ne sais pas trop. Disons que pour l'instant, mon problème avec ce code, c'est que j'ai deux boucles for et qu'elles changent toutes les deux row et col. Et donc au bout de la première boucle for, col et row auront été modifiés et donc ils sont plus à leur position de départ, prêts pour la deuxième boucle for. Ça évidemment, ça me gêne parce que ça veut dire que j'ai un bug dans mon code. Alors ce que je pourrais faire, c'est soit dans la première boucle for, modifier col et row pour avoir une sauvegarde, hein, utiliser une autre variable, une variable temporaire. Une autre possibilité, c'est ici, je pourrais simplement dire, je fais plus i fois d row, et pareil ici, plus i fois d col. Et comme ça, j'évite de modifier row et col dans cette première boucle for. Et alors dans la deuxième, je peux les modifier sans problème. Alors est-ce que je pourrais faire autre chose? Eh bien, je dirais on pourrait faire la même chose, rajouter un i, pardon, un i fois des rows, et ici un i fois décolle. J'ai l'impression que ceci me semble mieux fondamentalement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Je suis en train d'essayer d'agrandir ma fenêtre, je ne trouve plus comment. Alors ceci c'est pas mal. Alors attention ici, mon row et mon col. Avant je l'ai modifié, donc mon message d'erreur était correct. Maintenant il est plus correct. On va simplement introduire une... bon, on va copier-coller dans un premier temps.
juste après, je vous montre comment introduire une variable. Ok, donc ceci me semble, à défaut d'être magnifique, au moins me semble correct. Je vais essayer de passer à la ligne ici, voilà. J'hésite. Ouais. J'aime bien quand ça rentre sur l'écran, donc voilà, je vais faire ça comme ça. D'ailleurs, pareil ici au-dessus, je vais ranger pour que ça rentre sur l'écran. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre décolle et notre dérow. On a une première boucle de vérification. Peut-être on peut écrire ça, hein, vérification. Et la deuxième boucle sert de modification. Dans la boucle de vérification, on passe en revue le tableau de lettres, mais simplement pour vérifier que les différentes cases sur lesquelles on va déposer les lettres sont bien existent et sont bien vides. Et donc on va avoir ça. Si jamais il y a une case qui n'est pas vide, on le dit. Et puis dans la phase de modification, bien là on dépose vraiment les lettres dans les différentes cases. Alors remarquez ici le row plus i fois dérow, je l'utilise à deux endroits. Et fondamentalement c'est la rangée courante. Hein, c'est la ligne sur laquelle je suis actuellement. Et donc encore une fois on peut extraire, alors cette fois-ci ça ne sera pas une méthode, ça sera une constante, ou en tout cas une variable nommée. Et donc encore une fois, je peux faire Alt-Enter et extraire quelque chose. Alors ici... Ah non, il ne me le propose pas avec Alt-Enter, mais il va me le proposer autrement. Voilà, refactor. Et alors je peux introduire une... alors soit une variable, soit une constante. Dans ce cas-ci, je vais introduire une constante. Alors, ça peut pas être une constante. Bon, on va introduire une variable alors. On va remplacer les deux occurrences. Et ça va être, je sais pas moi, currow. Je vais faire la même chose pour les colonnes. J'introduis une variable. Je remplace les deux occurrences. Curcol. Voilà, ce qui m'évite d'avoir à répéter cette expression un peu complexe. Et moi j'ai dit que je voulais une constante, donc je vais rajouter final devant. À mon avis, quand j'essaye d'introduire une constante, IntelliJ estime que je veux introduire une constante globale sur la classe et là effectivement il ne peut pas le faire. Mais ici pour une petite constante locale ça fonctionne bien. Et donc maintenant je pense que j'ai effectivement un code qui vaut plus ou moins quelque chose. Et on va pouvoir passer à la suite. Ok, c'est parti pour la suite. La suite, ça va être la classe bag. Alors peut-être juste avant de passer à la classe bag, je vais faire une petite digression. Une petite digression pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà fait le TD sur JUnit. Puisque ici, j'aimerais bien quand même, on a une méthode relativement complexe. C'est un candidat, je pense, pour faire un certain nombre de tests unitaires. Plutôt que d'écrire du code de test dans une méthode main. Okay. Et donc, voilà, petite digression. On va générer des tests unitaires pour cette classe board. Et on va voir un petit peu comment on va pouvoir la tester. Simplement écrire un certain nombre de tests qui vont vérifier que la méthode, en tout cas que les méthodes, que la classe, fonctionne comme je le souhaite. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on va faire un petit clic droit ou alors Alt-Enter. Alt-Insert. Et dans Alt-Insert, on a un menu qui est test. Okay, donc on va pouvoir générer des tests. Et on va utiliser JUnit 5 comme librairie de test, comme bibliothèque de test. Et alors, normalement, il va vous écrire que JUnit 5 n'est pas encore trouvé dans le module. Et il faut cliquer sur le petit bouton fixe. Alors attention, ce bouton n'a l'air de rien faire. En réalité, il a fait quelque chose, il a modifié le fichier POM.xml de votre projet. Et pendant que je vous parle, normalement, il est en train de
de télécharger la dépendance et de tout mettre en place pour que ça fonctionne. Okay, pour l'instant, ça ne se voit pas, c'est vrai que le bouton ne fait pas d'effet apparent. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut générer déjà des tests pour certaines méthodes. Alors ici, je vais générer des tests, mais je vais les effacer après, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le type de code qui sera généré. Ok, on fait OK. Et donc, vous voyez, voilà à quoi ressemble la classe. Vous voyez que normalement ici, tout le rouge a disparu, donc normalement ceci doit s'afficher. Alors, il est possible dans certains cas que ici vous ayez non pas le nom long, mais le nom court de la classe, hein, donc la classe test qui se trouve dans un package org junit Jupyter API. Et il est possible que vous ne voyez à ce moment-là que le nom court. Si c'est le cas, alors normalement vous aurez au-dessus un import qui correspond. Pour l'instant, il n'y a pas l'import au-dessus qui correspond à cette classe-ci, mais on peut l'introduire simplement Alt-Enter et remplacer le nom qualifié, donc c'est le nom long, hein, le nom avec le package, par un import. Voilà, si je fais ça, vous voyez qu'il m'a remplacé les deux classes par la classe importée. Ok, donc voilà, ça c'est le type de test qui est généré, il n'y a pas grand-chose dedans, c'est clairement le type de choses qu'on va pouvoir écrire à la main. Alors, on va, dans un premier temps, reprendre le code qu'on avait écrit dans la classe main. La classe main, on avait mis en place un board, on avait mis en place un petit tableau de lettres, on avait appelé la méthode setLetters, et puis on avait vérifié qu'il y avait un B à un endroit et un nul à un autre. Okay, donc on va vraiment faire la même chose. Hop, et je vais comme ça tester la méthode setLetters. Alors, il y a une petite différence ici, c'est que je ne veux pas afficher le résultat. Hein. Si vous avez fait le TD sur JUnit, vous savez qu'on ne veut pas dans les tests afficher le résultat, mais on veut mettre des assertions. On veut affirmer que quelque chose est vrai ou n'est pas vrai. Et c'est le framework JUnit qui va faire la vérification pour nous et qui va nous afficher des petites croix rouges ou des petits V verts en fonction de si c'est pas bien passé ou si ça s'est bien passé. Donc ici, je veux que mon b.get.01 getLetter, ce soit le caractère B. Okay, alors je ne l'écris pas comme ça, parce qu'évidemment ça ne fonctionne pas, mais je vais utiliser une assertion de JUnit. Donc je vais mettre ça, CTRL-X pour mettre ça dans mon presse-papier, et je vais faire un assert equals. Je veux que cette quantité-là soit égale à la quantité B, donc le caractère B. Donc assert equals, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier que deux valeurs sont identiques. Si elles sont identiques, le test passe. Si elles ne sont pas identiques, le test va échouer. Alors, attention, ici je vois que j'ai inversé mes deux paramètres, puisque assert equals, normalement, doit avoir la valeur attendue en premier argument et la valeur effective en second. Donc, moi, la valeur attendue, c'est B. Donc je vais aller placer mon B devant. Ok. Pareil pour le deuxième b.get. Cette fois-ci, alors je pourrais mettre un assert equals nul b.get. Cependant, on peut simplifier ça avec une autre méthode qui s'appelle simplement assert nul. Et on va utiliser évidemment cette méthode-là pour vérifier qu'il n'y a rien en position 3-4. Okay. Donc ça, c'est le test que j'avais écrit dans ma méthode main. Alors, dans ma méthode main, j'avais encore un autre bout de code, qui était celui-là, qui devait lever une exception. Et donc, je vais créer un deuxième test pour cette exception-là. Donc, je vais écrire un autre test, test, void setLetters, et je vais écrire throws an exception if a square or if a letter is not empty. Bien. Alors, et je crois, ma foi, que la convention, c'est de ne pas utiliser des underscores, mais d'utiliser des majuscules pour chaque mot. Donc je vais essayer de suivre
la convention, même si je dois admettre qu'à titre personnel, je la trouve pas très lisible, mais enfin, peu importe. Et donc je copie le code que j'avais écrit tantôt. Alors attention, le code que j'avais écrit tout à l'heure, il se basait sur le fait que j'ai un board B sur lequel on avait déjà posé des lettres. Donc je vais évidemment recopier cela de l'autre test que j'avais déjà copié de mon main. Donc voilà. La dernière ligne ici doit lever une exception. Et comment est-ce que je fais pour vérifier qu'une ligne lève une exception? Eh bien, j'utilise assert throws. Okay, donc je vais effacer ce commentaire mal écrit et je vais utiliser assert throws. Et quelle est l'exception qui doit être levée? Eh bien, c'était une illegal argument exception. Okay, donc je vais simplement écrire le nom de ma classe, je mets point classe, et puis après j'utilise la syntaxe particulière, parenthèse flèche, et là après je mets le code qui doit lever l'exception en le collant à la suite. Okay. Encore une fois, je vais passer à la ligne pour que tout rentre sur mon écran. Voilà, ça c'est fait. Et donc maintenant, j'ai un deuxième test qui vérifie qu'une exception est bien levée. Alors, je vais peut-être écrire un troisième test. D'ailleurs, je vais recopier celui que je viens d'écrire. Et là, je vais lever une exception si je sors du plateau de jeu. Okay, donc, je crée un plateau de jeu. Je n'ai pas besoin, si j'ai besoin de lettres, je prends mes deux lettres. Non, je n'ai pas besoin de celui-là. Je vais enlever, ça j'enlève. Et je veux juste lever une exception. Alors, ça ne sera pas une illegal argument, ça sera une index out of bounds exception, je crois. Je ne sais plus ce que j'ai mis comme exception. Ici. Non, c'est une illegal argument exception que j'ai utilisée. Donc, je vais garder illegal argument exception. Donc, il faut une exception. Si je mets des lettres, alors où est-ce que je vais les mettre? Je vais essayer de les mettre à partir de la fin du tableau. Donc, je vais aller en rangée 14, colonne 0. Donc, je vais tout en bas à gauche dans mon plateau, si j'essaye de l'imaginer comme étant un carré. Et je vais verticalement, c'est-à-dire je vais ensuite aller en ligne 15. Et si je mets, alors tel quel ça devrait aller, puisqu'il n'y a qu'une seule lettre et que je la mets en position 14, mais si je mets une deuxième lettre juste après, ça devrait échouer. Okay, parce que je vais avoir le C en ligne 14 et le D en ligne 15, donc le D devrait poser problème. Okay. Et on va lancer tous ces tests pour vérifier que ça fonctionne. Donc je run. Alors le premier il est resté vide, je pourrais évidemment l'enlever, d'ailleurs je vais l'enlever. Et tous les autres, je vois qu'ils ont un petit V vert, donc ça veut dire que toutes les assertions sont passées. Alors on devrait probablement écrire plusieurs tests en plus. Ici j'ai vraiment testé quelques petites choses, mais je pourrais tester beaucoup plus, notamment le fait d'écrire un mot dans un sens et puis d'essayer de traverser le même mot dans l'autre sens par un autre mot. Vérifier que tout ça lève une exception, etc. Je ne vais pas le faire maintenant pour me concentrer sur la classe suivante. La classe suivante, c'est la classe bag que je vais aller créer maintenant. La classe bag va être responsable de contenir toutes les lettres disponibles pour mes joueurs. Quand ils vont piocher les lettres, ils vont aller les piocher dans la classe bag, donc le sac de lettres. Et cette classe va avoir un attribut, une collection, donc un ensemble de lettres. Et dans notre cas, on va utiliser une liste. On nous propose d'utiliser une liste, donc c'est la classe Java util list qu'il va falloir importer. Donc voilà, il faudra l'importer. Donc tel quel, ça manque, mais vous voyez que c'est en rouge, mais il vous propose Alt-Enter d'importer directement la classe. Okay, donc on importe la classe. Et encore une fois, je vais appeler cet attribut letters. Alors, pour instancier cet attribut, à titre personnel, j'aime bien de le faire dans un constructeur. Donc moi ici, je vais
le faire dans un constructeur, mais pas le recevoir en paramètre. Donc encore une fois, si vous générez votre constructeur, vous allez le mettre en paramètre. Je ne veux pas le faire. Moi, ce que je veux faire, c'est créer ma liste ici dans mon constructeur. Par contre, je crée une liste, mais en Java, on ne peut pas créer la classe liste. En réalité, liste n'est pas une classe, c'est ce qu'on appelle une interface. On verra ça plus tard, mais il faut se rappeler tout simplement que liste, c'est un concept, et que derrière ce concept, on peut se retrouver. Donc c'est un concept, hein, dans une interface, hein, c'est le mot technique, c'est une interface. Mais donc derrière cette interface, derrière ce concept, on peut retrouver plusieurs implémentations concrètes. Et les implémentations concrètes, il y en a, elles portent des noms différents. Et celle qu'on va utiliser ici, elle s'appelle ArrayList. Okay, donc je vais simplement écrire ArrayList à la place de liste. Et encore une fois, il faut importer la classe, donc Alt-Enter. Donc voilà, en ayant fait ceci, j'ai dans mon constructeur bien instancié une liste que je mets dans mon attribut bag. Ok. Alors pour l'instant, mon sac de lettres, il est vide. Donc il faudrait, idéalement, pouvoir rajouter dans mon sac de lettres les différentes lettres. Et on me dit dans l'énoncé du laboratoire que il y a notamment 15 E mais un seul Z. Alors je ne crois pas qu'on nous dit dans l'énoncé directement quelles sont les lettres qui se trouvent dans le sac de lettres. Mais ça, on peut faire une petite recherche et voir que dans le Scrabble en français, si j'en crois Wikipédia, il y a effectivement 15E, 9A, 8I, etc., etc. Et donc on va pouvoir ajouter tout ça. Donc je vais simplement copier-coller l'information de Wikipédia. Voilà. Et puis on va essayer d'ajuster notre code pour prendre en compte toutes ces informations-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour ajouter toutes ces lettres? Alors déjà, les points, on va les oublier pour l'instant, on pourra y repenser plus tard, mais pour l'instant, je les oublie. Je me concentre ici vraiment sur le nombre de lettres à ajouter. Ok. Alors, dans l'idée, c'est relativement simple. Je vais faire 10 letters, .add, et puis je veux la lettre E. Là, j'ai ajouté une fois la lettre E. Si je veux 15 lettres E, je dois recopier ça 15 fois. Alors évidemment, je ne vais pas m'amuser à recopier ça 15 fois. Ça va littéralement m'ennuyer. Hein. Et donc, je vais utiliser une boucle. Donc, je vais utiliser un for. Et donc, je vais dire for i de 0 jusqu'à 15. Et là, je vais mettre ma lettre E. Okay. Donc, en faisant ça, j'ai ajouté 15 fois ma lettre E. Puis, je peux faire la même chose avec la lettre A. Okay. Donc, je vais utiliser encore une boucle pour ajouter la lettre A 9 fois. Et là, vous voyez encore une fois que je m'apprête à répéter du code. D'ailleurs, je l'ai copié-collé. Je déteste copier-coller du code. Et donc, je vais introduire une méthode. Et qu'est-ce qui change d'une boucle à l'autre? C'est le nombre de fois que je veux ajouter la lettre, et puis la lettre elle-même, évidemment, qui est modifiée d'une fois à l'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire une méthode. Et comment est-ce que je fais ça? On avait vu la technique, hein, Alt-Enter, extraire une méthode. Et je clique sur extraire une méthode. Alors je vais l'appeler add letter. Voilà, ça paraît pas mal. Et alors il me dit, tiens, on va pouvoir extraire des paramètres. Et alors il me fait une proposition. Et en l'occurrence, la proposition me convient, puisqu'il a correctement identifié que le 15 ici et le E qui se trouve là doivent être des paramètres. Okay, donc ça, je vais accepter le changement de signature et je veux remplacer toutes les occurrences. Boum. Et automatiquement, il a réussi à introduire la méthode et à remplacer le code que j'avais dupliqué pour obtenir des appels à la méthode introduite. Okay, donc ça, c'est vraiment puissant, évidemment. Si vous savez vous habituer à utiliser cette technique-là, c'est bien. Alors de temps en temps, ça ne fonctionne pas, hein, ou alors ça ne fonctionne pas bien, ou alors il faut réfléchir, mais quand ça fonctionne, c'est vraiment un plaisir. Ok, donc là maintenant, j'ai une méthode relativement simple qui va me permettre d'écrire ici toutes ces lettres à ajouter. Okay. Donc, dernière chose qu'on pourrait faire, c'est essayer d'automatiser, de rajouter toutes les lettres en même temps. Alors pour ça, je vais vous montrer une dernière technique. Donc la technique est simple, hein, il suffit d'ajouter, de faire un appel à add letters pour chacune des lettres.
Alors ici, je vais utiliser les curseurs multiples. Donc ici, les curseurs multiples, comment est-ce qu'on fait pour ajouter des curseurs multiples? Eh bien, on fait, en ce qui me concerne, Alt-Shift et on clique. Ok, donc je vais simplement cliquer devant chaque lettre. Hop, 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 hop. Vous n'êtes pas obligé de dire hop à chaque fois, hein, comme moi, mais enfin, j'aime bien dire hop. Voilà, voilà, voilà. Plus que quelques-unes. Alors, la difficulté ici, c'est de bien cliquer au bon endroit à chaque fois. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez des curseurs sur chaque lettre. Okay, et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour chaque lettre, on va utiliser l'appel à la méthode addLetter. On va prendre la lettre. Je vais enlever l'espace, j'enlève le fois. Le nombre qui est là, ben, je le laisse. Hein, je le laisse. Puis je rajoute la virgule. Je mets une guillemet. Je rajoute la lettre. Je mets l'autre guillemet. Je ferme la parenthèse. Et je vais faire Enter pour passer à la ligne. Comme ça, j'ai tout sur une ligne différente à chaque fois. Okay. Maintenant que ça c'est fait, alors je pourrais encore m'amuser à effacer des choses. Est-ce que je peux effacer? Alors je vais effacer la virgule et l'espace. Il y a certains curseurs pour lesquels il n'y a pas de virgule et d'espace, mais il y a quand même des choses à effacer, donc ça m'arrange de les effacer. Donc je vais juste faire delete, delete, voilà. Donc maintenant j'ai enlevé un petit peu de tout, et maintenant je clique ailleurs pour enlever le mode multicurseur, et j'efface ce qui ne m'intéresse pas. Donc ici le début de commentaire, ça ne m'intéresse pas. Là, point, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Oups. Ici, ici, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et fin de commentaire, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Et alors, il y a encore tous ces points-virgules qui manquent. Alors, dans ce cas-ci, je vais simplement les rajouter à la main. Évidemment, il y a moyen de le faire autrement, probablement, mais enfin, j'ai pas envie de réfléchir et je crois que ça ira suffisamment vite. Ok. Donc maintenant, voilà, j'ai rajouté toutes mes lettres. Je ne me suis pas trop cassé la tête. Évidemment, j'ai triché, hein, j'ai utilisé les curseurs multiples. C'est une technique un petit peu avancée, mais une fois qu'on la connaît, une fois qu'on la maîtrise, c'est une technique vraiment intéressante. Et ces curseurs multiples, ils existent dans IntelliJ, ils existent dans beaucoup d'éditeurs modernes, y compris VS Code, hein, pour ceux qui font du web. Vous allez retrouver les curseurs multiples aussi. Alors les raccourcis sont différents, mais le concept existe. Ok, alors voilà, comme ça j'ai mon addLetter qui est appelé pour chacune des lettres, et j'ai mon bag qui fonctionne. Alors continuons maintenant à avancer, et la prochaine méthode à écrire, c'est la méthode draw. Draw qui va tirer, hein, to draw, donc tirer quelque chose, en l'occurrence tirer une lettre dans le sachet de lettres. Okay, et donc cette méthode, elle sera publique. Elle s'appelle draw, et on va retourner une lettre. Okay. Alors, comment est-ce qu'on va retirer une lettre? Eh bien, ce qu'on va faire, une façon de le faire en tout cas, c'est de prendre le sachet de lettres, de le mélanger. Alors, pour le mélanger, on vous dit dans le laboratoire que il suffit d'écrire collections.shuffle et puis de donner le sac de lettres. Donc, je vais écrire exactement ça. Alors, attention, collection, il y a deux collections. Il y en a un sans S, il y en a un avec S. Ici, celui que vous voulez, c'est le collection avec S. Ok, donc... Et le S, pour information, c'est un S qui veut dire statique. Donc collections, shuffle, et vous lui mettez this.letters en paramètre. Donc ça va mélanger votre sachet. Hein, c'est comme si vous prenez le sachet, hop, 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 vous le secouez un petit peu, vous le mélangez. Et une fois que vous avez shufflé, vous avez mélangé votre sachet, vous pouvez récupérer dans votre sachet de lettres une lettre au hasard. Alors, étant donné qu'on vient de le mélanger, on va juste prendre la première des lettres possibles. Okay, donc on va faire un get 0. Le problème, c'est que si je fais un get 0, la lettre, elle reste dans le sac. Or, j'ai vraiment envie de la supprimer. Donc j'ai envie de faire un remove en même temps. Alors on me dit, bah, d'abord je vais faire un remove et puis je vais faire un get. Sauf que si je fais d'abord le remove et puis le get, forcément j'ai supprimé la lettre, et puis après je ne peux plus la récupérer, ou en tout cas ça ne sera pas la même. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire remove, et on va lire la documentation. Parce que la documentation nous dit que ça supprime l'élément à la position donnée dans la liste, mais ça retourne l'élément qui a été supprimé de la liste. Et donc, en fait, le remove fait déjà une espèce de get en sous-main,
Et donc on peut simplement return this.letters.remove parenthèse 0. Ça va enlever l'élément 0 dans le sac de lettres et ça va le retourner, ce qui est précisément ce qu'on veut. Ensuite, on veut, dans un deuxième temps, une autre méthode draw qui va nous permettre de récupérer une liste de lettres. Okay, une liste de letters. Elle va encore s'appeler draw, et cette fois-ci, elle va accepter un paramètre n. Rappelez-vous, dans le TD précédent, le TD3, on parle de surcharge de méthodes. Étant donné que ces deux méthodes draw ont une liste de paramètres qui est différente, eh bien, on peut utiliser le même nom pour les deux listes. C'est ce qu'on fait ici. Alors, comment l'écrire, cette liste, cette méthode qui doit retourner une liste? Eh bien, je dirais, la première chose à faire, c'est de créer une liste. Okay, donc, on va faire une new array list. Je vais rajouter le point virgule, je vais rajouter une variable. Alors là aussi, si vous vous posez la question, tiens, mais comment est-ce que je fais pour avoir directement le type et la variable qui s'affiche, c'est encore de l'autocomplétion. Alors ici, en fait, je vais pas accepter ce qui est écrit. Je vais écrire, c'est une liste de lettres. Et puis je vais faire un return rest. Ok. Alors, une autre manière de faire, c'est d'écrire d'abord list letter, res égale, et puis après de faire de l'autocomplétion en faisant quoi? New. Et alors, il peut compléter automatiquement. Bien. Donc ici, les raccourcis classiques que je vais essayer, de temps en temps, je m'embrouille un petit peu. C'est pour ça que parfois vous voyez des menus qui apparaissent, qui disparaissent. C'est parce que je m'embrouille parfois dans les raccourcis. Mais donc Alt-Enter, c'est un raccourci que j'utilise régulièrement. Ctrl-Shift-Enter, c'est un raccourci que j'utilise aussi, qui permet notamment, où que je sois dans la ligne, Ctrl-Shift-Enter, ça rajoute le point-virgule à la fin. Puis après, je fais Enter pour passer à la ligne suivante. C'est tous des raccourcis que je vais utiliser de temps en temps. Et alors pour la complétion, en général, ça va être CTRL espace ou CTRL SHIFT espace. La différence entre les deux, c'est que CTRL SHIFT espace ne montre normalement que des complétions automatiques qui ont du sens dans le contexte du curseur à ce moment-là. Donc ici, je suis en début de ligne, donc je dois écrire un statement, une instruction. Je peux faire CTRL SHIFT et je n'aurai que des instructions. Donc ici, en l'occurrence, ça sera des appels de méthode, typiquement. Bref, tout cela étant dit, j'ai écrit ma liste, donc j'ai créé une liste, elle est de type liste, mais rappelez-vous, concrètement, il faut que je choisisse quelle implémentation j'utilise, et donc celle qu'on vous a montrée, c'est ArrayList, il y en a d'autres, il y a Linked List qui existe, et puis il y en a tout un tas d'autres. Encore une fois, CTRL-SHIFT, espace va vous montrer tout un tas de possibilités qui pourraient avoir du sens. Et dans ce cas-ci, c'est ArrayList que j'utilise. Et une fois que j'ai créé ma liste, maintenant je dois la remplir. Et là, pour la remplir, je vais simplement faire un for jusque n. Donc je vais faire n fois la même chose. Et je vais utiliser la méthode draw et rajouter le résultat dans result. Okay, donc je vais simplement faire ceci. Et voilà. Alors, si vous écoutez un petit peu votre éditeur de code, notamment la petite ampoule qui se trouve là et qui vous montre des choses qu'on peut aussi atteindre par Alt-Enter, il vous propose tout un tas de choses. Notamment, il vous propose d'enlever les accolades. Alors ça, je vous le conseille pas. Moi, j'aime bien d'avoir... Alors, de temps en temps, c'est vrai que je les mets pas, les accolades, mais moi, je vous conseille, en tout cas au début, de mettre les accolades tout le temps. Simplement parce que si vous les mettez pas, après, c'est embêtant quand vous devez rajouter une instruction. Donc, normalement, la règle, c'est on doit mettre les accolades quand il y a plusieurs instructions et on n'est pas obligé de les mettre s'il n'y a qu'une seule instruction. Donc ici, il n'y a qu'une seule instruction qui est res add draw. Et donc, je pourrais enlever les accolades, mais j'aime bien les laisser. Donc ça, je vous conseille de ne pas suivre cette suggestion-là. Mais on a d'autres suggestions. Alors, il y en a une qui est remplacée par un while. Alors ça, c'est simplement une réécriture. Et c'est une question de goût, mais ici, dans le cas présent, je pense que le for a quand même beaucoup d'intérêt par rapport au while, puisque c'est vraiment un cas
classique d'utilisation d'un for. Alors quelle est la troisième possibilité? C'est remplacé par un collect. Alors collect, ça ressemble à ça. Euh, on peut faire ça, on peut utiliser ceci. Mais à notre niveau, si on ne connaît pas les streams, si on ne connaît pas l'écriture fonctionnelle de Java, bah, c'est pas forcément plus lisible et ça n'apporte pas grand-chose. Donc laissons notre for. Et la dernière chose, c'est renverser la direction de la boucle for. Dans ce cas-ci, ça ne change absolument rien à ce que ça fait, puisque de toute façon, on répète juste un code n fois et ça ne dépend pas de i à l'intérieur du code. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt de faire ça, donc je vais clairement pas accepter cette solution-là. Mais donc, c'est quelque chose que vous pouvez avoir envie de faire, c'est de regarder de temps en temps, tiens, c'est quoi les suggestions, et surtout d'essayer de les comprendre. Pas juste de les appliquer bêtement, parce que si vous les appliquez bêtement, vous allez avoir un code auquel vous allez peut-être plus rien comprendre, et le jour où on va vous demander de le modifier, bah, vous ne saurez plus quoi faire. Donc ça, c'est pas intéressant, évidemment, de laisser l'IDE écrire du code que vous ne comprenez pas vraiment. Et nous arrivons maintenant à la classe principale, la classe app. Alors la classe app, moi je l'ai appelée main, je vais la renommer, ce qui me permet d'ailleurs de vous montrer comment renommer une classe. Donc en théorie on pourrait dire, pour renommer la classe il suffit qu'à la place de main j'écrive app, avec une majuscule déjà, mais en pratique il faut que le nom de la classe corresponde au nom du fichier. Donc ici vous voyez que c'est main.java, la classe s'appelle app, donc ça ne va pas. Alors, on pourrait aussi renommer le fichier, bien sûr, hein, on peut faire les deux, mais il se fait que notre IDE, donc ici IntelliJ, nous permet de faire les deux en une fois. Et pour ça, on va utiliser clic droit, et quelque part, il y a un refactor, voilà, et puis rename. Donc, vous voyez, c'est le raccourci est Shift F6. Alors, moi en général, je vais utiliser directement le raccourci, mais évidemment, vous pouvez utiliser les menus si vous préférez. Donc, Shift F6, et alors, une fois que vous êtes dans cette situation-là, avec la classe qui est en bleu, comme ça, hein, surlignée en bleu, il suffit d'écrire app, et vous avez comme ça modifié le nom à la fois du fichier et de la classe. Ok. Donc, revenons à notre classe app. Que faut-il faire? Il va falloir afficher le plateau du jeu, demander aux joueurs les lettres à placer, compléter le plateau de jeu avec les lettres choisies par le joueur ou la joueuse, et puis rajouter des lettres sur son petit stand, là, son chevalet, pour qu'il puisse jouer le tour suivant. Et dans notre jeu très simple, nous n'aurons qu'une seule personne joueuse. On ne va pas en avoir plusieurs. On pourrait évidemment en rajouter plusieurs, mais dans un premier temps, on va très clairement n'en mettre qu'une seule. Donc, allez, la première chose à faire, la première chose que j'ai dit, c'est d'afficher le plateau de jeu. Donc, allons-y pour l'affichage. Alors, qui dit affichage dit quelque chose à afficher. Donc ici, clairement, il nous faut un board, que je vais appeler board, et je vais écrire un nouveau board. Bon. Ensuite, pour afficher le board, alors, je pourrais écrire le code ici, mais je préfère le faire dans une méthode. Et ma méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle va rien retourner, donc elle sera void. Et elle va afficher, donc en anglais display. Elle va display quoi? Elle va display le board. Donc ici, board. Alors là, je peux encore l'appeler board, hein, il n'y a pas de souci. Donc ça me donne ceci. Mais si vous regardez dans l'énoncé du TD, vous voyez que c'est pas juste ça. On me dit, en fait, il faut rajouter deux choses devant. Private. Alors le private, on l'a déjà vu un petit peu. On a vu que c'était une question de visibilité. Une méthode private, c'est une méthode qu'on ne pourra pas utiliser depuis une autre classe. Ok, bon, ça a du sens. Et il y a un autre mot qui est statique. Alors le statique, que veut-il dire? Eh bien tout simplement que cette méthode va être utilisable sans devoir instancier la classe. Alors j'ai dit tout simplement, je ne sais pas si c'est si simple que ça, mais si je reprends une classe concrète, comme on en a vu ici, la classe bag par exemple, eh bien dans la classe bag, pour pouvoir l'utiliser, c'est la même chose pour la classe board, c'est la même chose pour la classe letter. Pour pouvoir utiliser ces classes, il faut les instancier. Il faut écrire quelque part new letter, new board ou new bag. Et si on ne le fait pas, eh bien on ne sait rien faire avec la classe. Alors que la classe app est différente. La classe app, a priori,
on ne va pas instancier une application, on pourrait, hein, mais ici on ne va pas le faire, et simplement on veut exécuter les méthodes directement de la classe app. C'est notamment le cas de la méthode main qu'on va directement exécuter sans passer par une phase d'instanciation de la classe app pour pouvoir lancer la méthode main. Et donc ces méthodes qu'on va pouvoir exécuter sans instancier la classe, sans instancier d'objet, on dit qu'elles sont statiques. Donc c'est pour ça que dans public static void main, il y a le static. Et c'est pour ça que dans static void display, il y a le static. On va display, on va afficher un board sans instancier la classe app. Bon. Vous reverrez évidemment ce concept plus tard, mais donc pour l'instant, simplement, retenons qu'on doit rajouter le statique quand on veut utiliser une méthode directement sans instancier. Et il se fait que le code de cette méthode-là est essentiellement donné, hein, il est donné dans l'énoncé de laboratoire. Alors on va le réécrire ensemble, histoire de le comprendre. La première chose, c'est qu'on va écrire une boucle qui va passer sur chacune des lignes, donc chacune des rangées de notre plateau de jeu. Donc je vais faire un for i et dire simplement pour chacune des lignes, et il y en a combien? Il y en a 15 en tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pour chacune des lignes, on va afficher la ligne. Alors, si vous regardez un petit peu l'affichage que vous voudriez avoir, en réalité, je vais essayer de vous le montrer, de vous le remontrer ici sur la vidéo. Normalement, si j'y arrive, voilà. Vous voyez que chaque ligne est composée à la fois d'une ligne qui peut contenir les lettres. Par exemple, ici, il y a la ligne qui contient SCRABBLE, Scrabble. Mais juste au-dessus et juste en dessous, il y a une ligne composée de tirets et de plus. Okay, et donc c'est ça qu'on essaye d'afficher maintenant. On va essayer d'afficher une ligne qui contient des plus et des tirets. Vous voyez qu'il y a 1 plus, 3 tirets, 1 plus, 3 tirets, 1 plus, 3 tirets. Et il y en a évidemment 15 comme ça pour avoir les 15 colonnes. Et donc je vais afficher 1 plus, 3 tirets, etc. Plus 3 tirets. Je répète ça 15 fois. Et à la fin, je rajoute encore un plus pour terminer la ligne. Okay, donc ça, c'est c'est la première ligne qui est proposée. Ensuite, il y a une deuxième boucle for qui, elle, sert à afficher les différentes colonnes, donc les différentes cases au sein de la ligne. Donc, pareil, ça va de 0 jusqu'à 14. Et cette fois-ci, on récupère la lettre dans la position donnée. Donc, je vais écrire une variable letter et je vais récupérer la lettre en position IJ. Et cette lettre, il y a deux choix possibles, soit il n'y a rien, soit il y a quelque chose. S'il n'y a rien, je vais simplement afficher, donc si letter est égal à nul, je vais simplement afficher une barre verticale suivie de 3 espaces. Attention, si vous copiez-collez, mettez bien les 3 espaces. Par contre, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un système out println, parce que j'ai utilisé le raccourci. En réalité, je ne veux pas de retour à la ligne à la fin de mon print, parce que sinon, chaque case va être sur une ligne séparée. Donc, je veux enlever le ln, et je veux juste un print. Si la lettre n'est pas nulle, à ce moment-là, je veux afficher la lettre en question. Ok, donc on va faire un sout, sauf que j'enlève le ln. Et dans ce cas-là, je veux afficher barre verticale espace, et puis je veux afficher la lettre, et puis je veux afficher encore une espace, hein, comme ça j'ai bien barre d'espace, barre verticale, espace, lettre, espace, il fait bien 4 caractères en tout pour la case. Okay, ça c'est important, c'est évidemment d'avoir le même nombre de caractères dans chaque cas, histoire qu'on ait un alignement correct à la fin. Une fois que ça c'est fait, on arrive en bout de colonne, enfin de ligne, pardon, on arrive en dernière colonne, et donc à ce moment-là, on va afficher un retour à la ligne, et encore une fois, on va rajouter une petite barre verticale, histoire d'avoir un beau cadre sur le pourtour. Et une fois qu'on a affiché toutes les lignes, eh bien, on réaffiche encore une fois une belle ligne composée de plus et de tirets, mais cette fois-ci à la fin. Et donc je vais juste copier-coller, ce qui va me permettre d'avoir un beau board bien complet. Okay. Alors pour tester, je vais simplement faire un display board. Alors ici normalement il sera vide, enfin il est vide, donc on va déjà voir si un tableau vide ça s'affiche. Alors j'ai mal cliqué, donc je dois cliquer ici sur Run.
Et j'ai effectivement un tableau vide. Alors juste pour tester, je peux évidemment reprendre un setLetters. Je vais mettre en position 2-4 verticalement. Et puis je peux créer rapidement un petit tableau de lettres dans lequel je mets une lettre, je sais pas moi, A, et puis une lettre, je sais pas moi, D, n'importe quoi. Et puis je teste ça, donc je relance encore une fois la machine. Et là je regarde, oui ça va, j'ai bien les lettres AD qui s'affichent ici. Alors on va compter, on est en rangée numéro 2 et on est en colonne numéro 4. Alors est-ce que c'est ça que j'avais écrit tout à l'heure? On était bien en 2-4, oui, j'étais bien parti en position 2-4 pour commencer à écrire. Et donc j'ai bien correctement le A en bonne position et le D qui est juste en dessous, verticalement. Ok. Donc ceci confirme que ça a l'air de fonctionner. Alors, il y a une autre méthode d'affichage qu'on voudrait définir qui est l'affichage du rack ou l'affichage du chevalet. Donc c'est simplement la liste des lettres à disposition du joueur à un instant donné. Alors pour ça, on doit évidemment avoir notre rack à disposition dans une variable. Donc ici, ça sera de nouveau une liste de lettres. Je vais importer la classe. C'est bien, alors attention, si on vous donne le choix, c'est bien Java Util List que vous voulez. C'est pas Java AWT qui est un truc un peu différent, enfin qui est complètement différent. Donc ici, c'est list letter de la classe Java Util List. Et ce rack-là, initialement, je vais le définir comme étant une liste vide. Okay, donc je vais simplement mettre une liste vide et on verra plus tard comment mettre des choses dedans. Par contre, qu'il soit vide ou pas, on a envie d'être capable de l'afficher et donc on va de nouveau private static void display. Alors cette fois-ci, je vais faire display, je vais l'appeler display rack et je reçois donc une liste de lettres que j'appelle le rack, et je veux simplement afficher la liste des lettres. Donc je vais être très très simple dans ce cas-ci, je vais simplement faire un système mode println de rack, peut-être le faire précéder de vos lettres sont, et je vais même le mettre dans un print normal, comme ça j'ai pas de retour à la ligne après, ce qui va me permettre d'afficher les lettres du rack. Ok, donc ça c'est pour l'affichage. On va maintenant créer une méthode run qui va permettre de, effectivement, exécuter le jeu. Donc la méthode run, encore une fois, je vais la rendre private static void, je l'appelle run, et elle ne prend probablement pas de paramètres, je ne sais pas. Ouais, je vais pas lui mettre de paramètres, et je vais simplement déplacer le board et le rack directement dans la méthode run. Là, je peux effacer. Donc une fois que j'ai ceci, je vais simplement écrire une boucle tant que le jeu continue, eh bien je fais quelque chose. Et le jeu continue, c'est quoi? Ça va être une variable booléenne qui au début sera égale à vrai et qu'à un moment je mettrai à faux pour arrêter le jeu. Alors je dis pas que je vais garder ce design là tout le temps, mais en tout cas c'est un bon début. On verra après si on a autre chose à écrire. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire tant que le jeu continue? Eh bien première chose, on affiche le board. Deuxième chose, on affiche le rack. Troisième chose, on demande à la personne joueuse ce qu'elle veut faire. Alors, pour poser des questions au joueur ou à la joueuse, on nous dit d'utiliser une variable ou un attribut de classe, je ne sais plus ce qu'on nous dit exactement, qui sera un scanner. Okay, et on va donc recopier cette ligne. Et ce scanner, ça va essentiellement correspondre au clavier. Et donc on pourrait faire ceci, on pourrait écrire ici scanner clavier. Alors je l'écris en majuscule parce que c'est une constante. Et je fais new scanner system in. Okay, donc ici je recopie simplement ce qui est écrit dans l'énoncé et je rajoute le mot-clé final qui
indique que c'est une constante. Alors comme c'est une constante, je vais même le déplacer hop, tout en haut. Mais si je le déplace ici tout en haut, à ce moment-là, je dois le déclarer, ou en tout cas je devrais le déclarer statique, pour que ça soit cohérent avec le reste. Hein. Je suis dans des méthodes statiques, donc ma variable sera statique. Mais si vous ne le mettez pas ici en attribut de classe, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez le laisser directement dans le run, et il n'y a pas de problème avec ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette variable clavier? C'est qu'on peut appeler dessus clavier.nextLine, qui va lire une ligne au clavier. Et puis je vais mettre cette ligne... Ah, c'est pas le bon raccourci, attendez. C'est introduce local variable, voilà. Donc je mets ça dans une variable que je vais appeler line, tout simplement. Et je vais me poser la question, quel est le contenu de line? Alors, quelles sont les possibilités? Line pourrait être égal à quit, ou alors line pourrait être égal à... Et alors, il me faut une commande pour dire de déposer des lettres sur le plateau de jeu. Et ce qu'on me dit dans l'énoncé, c'est que la forme sera la suivante. J'aurai le mot set suivi du numéro de rangée, suivi du numéro de colonne, suivi de la direction, suivi des différents indices des lettres qui sont dans le rack. Okay, bon, voilà, c'est ce qui est proposé dans l'énoncé. Okay, donc on va essayer de suivre ça. Alors d'abord, remarquez que les petits chevrons qui sont là veulent simplement dire que ce sont des paramètres obligatoires. Ça ne veut pas dire qu'on s'attend à ce que l'utilisateur ou l'utilisatrice écrive littéralement des chevrons dans sa commande. Pareil pour les crochets, ça veut juste dire que c'est optionnel. On ne s'attend pas à ce que la personne écrive des crochets dans sa commande. Et les 3 petits points veulent dire qu'il peut y avoir plusieurs répétitions de l'indice de lettres. Donc en d'autres termes, il peut y avoir plusieurs indices de lettres qui se suivent. Ici, il y en a un obligatoire au minimum, plus un certain nombre optionnel qu'on pourra rajouter en fonction du nombre de lettres qu'on veut déposer. Ok, mais donc la ligne sera soit quit, soit ce machin-là. Okay. Alors, on va simplement regarder. Si la ligne est égale à quit, alors le jeu doit s'arrêter. Alors, ceci possède un petit problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, IntelliJ nous le montre en mettant ici le égal en jaune, légèrement surligné. Et si je fais Alt-Enter, ou si je laisse ma souris, apparemment, si je laisse ma souris, il me dit « Attention, les chaînes sont comparées avec égal plutôt que equals. Sous-entendu, c'est pas bien. Okay. Donc si je fais Alt-Enter, il me propose de remplacer ça par un equals. Boom. Alors, il y a 2 techniques, soit c'est objects.equals. Une autre technique, c'est le equals classique, et on peut utiliser line.equals. Dans ce cas-ci, les deux sont interchangeables, et vous verrez plus tard pourquoi est-ce qu'on pourrait préférer l'un par rapport à l'autre, mais c'est essentiellement parce que il est possible dans certaines situations que ceci soit nul. Dans notre cas, ça n'arrivera pas. Mais donc, voilà, ça c'est une première chose, c'est on ne peut pas utiliser égal pour comparer des chaînes, vous le verrez encore au cours. Alors, donc, si la ligne est égale à quit, alors le jeu continue devient false, on va s'arrêter. Sinon, sinon c'est que probablement la ligne ressemble à set et puis des choses. Et on aimerait identifier les choses qui suivent set. Okay. Set, S-E-T. Hein. Donc, si on reçoit 7, alors je suis désolé, maintenant il y a le chiffre 7 qui apparaît, 3H01, c'est ce qui est proposé dans l'énoncé de TD comme exemple. Donc, si en position 7,3, horizontalement, on veut déposer la lettre 0 suivie de la lettre 1, donc l'indice 0 et l'indice 1 dans le chevalet, eh bien on voudrait appeler board.setLetters 7, 3, horizontal, et puis on voudrait un tableau de lettres dans lequel il y a, à partir du rack, la lettre en position 0 et juste après la lettre en position 1. Voilà, on voudrait avoir ça. Okay. J'ai oublié le new.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on voudrait. Si on a cette commande-là, on veut appliquer ceci. Et comment passer de l'un à l'autre? Eh bien, il va falloir analyser la ligne de commande entrée par la personne utilisatrice. On dit parfois parser. Et donc, on va devoir faire, alors ça sera très rudimentaire, mais un petit peu d'analyse de ce qui a été écrit. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, encore une fois, l'énoncé nous propose une technique. Et l'énoncé propose quoi? L'énoncé propose line.split. Et la line.split s'attend à mettre une chaîne de caractères ici, entre guillemets, qui est ce qu'on appelle une expression régulière. Alors, on ne va pas rentrer dans les expressions régulières maintenant. Simplement, on va écrire celle qui est proposée, qui est ceci. Qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'on va splitter, c'est-à-dire qu'on va casser, on va morceler la ligne, et on va la morceler en cassant au niveau des espaces. Okay, donc c'est ça, cette syntaxe-ci. Backslash, backslash S, ça veut dire une espace. Le plus, ça veut dire une ou plusieurs espaces. Et donc, on va casser la ligne au niveau des espaces. Et donc, une ligne telle que 773H01 va devenir en fait un tableau qui va contenir différentes chaînes de caractères. Alors, j'ai pas mis les guillemets, je vais peut-être les rajouter pour être complet. Voilà. Mais donc, cette chaîne-là, si cette chaîne-là est dans line, alors on reçoit ce tableau-là à la fin. Ok, donc voilà ce que fait line.split. Et line.split, on va pouvoir maintenant, je vais mettre ça dans un petit tableau. Je l'appelle split ou je l'appelle, comment est-ce que je pourrais l'appeler? Je vais l'appeler input array. Input array, je ne suis pas sûr que ce soit idéal, mais enfin, c'est pas si mal. Et donc, ça va contenir quelque chose comme ceci. Alors, donc, la première chose, c'est que je vais supposer que c'est effectivement 7. Et je pourrais le vérifier. Je pourrais faire if input array crochet 0 est différent de 7. Alors attention, hein, ici j'écris une bêtise. À ce moment-là, je lève une exception. Illégal. Alors, c'est pas vraiment illégal quelque chose, on va dire runtime exception. Okay, juste pour dire quelque chose. Commande inconnue. Voilà. Mais donc ceci, j'ai pas le droit de le faire, encore une fois, parce que ça c'est une chaîne, ça c'est une chaîne. Je peux pas comparer ni avec égal égal, ni avec différent de. Il faut que j'utilise equals. Je peux simplement utiliser un equals. Donc maintenant que je sais que c'est 7, on va pouvoir effectivement travailler et récupérer les différents paramètres. Donc ce qu'on sait, c'est que notre input array contient en position 1 le nombre, le numéro de rangée. Dans ce cas-ci, c'est 7 dans mon exemple. Et je pense que je peux utiliser integer value of ou alors integer.parseInt, ce qu'on nous propose d'utiliser dans le TD. Donc je vais utiliser ça pour transformer ça en entier. Donc ici, je vais dire ça c'est le numéro de rangée. Je vais faire la même chose pour le numéro de colonne. Donc ici, on va utiliser col comme nom de variable. Ensuite, on va avoir une direction. La direction, eh bien, ça va dépendre. Est-ce que input array crochet 3 est égal, alors on va pas utiliser égal égal, hein, on va utiliser equals, est égal à h, oui ou non. Si la réponse est oui, ça sera horizontal, sinon ça sera vertical. Ok, alors remarquez qu'ici, ça doit être un h minuscule. Okay, on pourrait utiliser par exemple equals ignore case pour avoir l'égalité, que ce soit minuscule ou majuscule, et on pourrait appliquer d'autres transformations pour considérer les autres cas. Par exemple, si l'utilisatrice tape explicitement le mot horizontal, on pourrait imaginer vérifier tout ça. Mais dans ce cas-ci, on va rester relativement simple et on va utiliser un equals ou un equals ignore case puisqu'il est écrit maintenant. Gardons-le.
Bien, alors pour la suite, on va avoir besoin des différents nombres qui se trouvent après dans le tableau. Et ils se trouvent à partir de l'indice 4, jusqu'à un indice qu'on ne connaît pas a priori, mais on peut évidemment le trouver puisqu'on connaît la longueur de ce input array, donc l'indice de fin c'est input array length moins 1. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, ou je dirais on doit créer un tableau de lettres. On veut un tableau de lettres qui va contenir les différentes lettres correspondant aux indices qui sont indiqués ici. Or, pour obtenir la lettre correspondant à la chaîne 0, premièrement, je dois transformer cette chaîne en entier. Une fois que c'est un entier, je dois aller récupérer dans le rack, donc dans le chevalet, la lettre correspondante, et je dois la mettre dans le tableau qui se trouve ici. Okay. Donc pour faire ça, eh bien, on va créer d'abord un tableau de lettres qui a la bonne taille. Donc ici, quelle sera la taille du tableau de lettres? Eh bien, je dois regarder la taille totale du input array, donc input array.length, et je dois supprimer, je dois retrancher eh bien, les éléments qui se trouvent ici devant, c'est-à-dire 4. Donc ici, oups, si je sélectionne, ça ne va pas, voilà, 4. Donc ça, c'est la bonne taille pour mon tableau. Par exemple, dans le cas qui m'intéresse ici, j'avais 6 éléments en tout, moins 4 qui étaient pour la commande, la rangée, la colonne et l'horizontalité, la direction. Et donc il restait bien 2. 6 moins 4, ça fait 2. Donc j'ai un tableau qui a la bonne taille, mais il contient encore rien pour l'instant. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir à partir donc je vais parcourir mon input array à partir de l'indice, alors le suivant, donc c'était 4, hein, le premier nombre, le premier indice, il est en position 4, jusqu'à la fin. Et pour chacun de ces indices, eh bien, je vais aller mettre dans mon tableau letters. Donc, alors ça ne sera pas en position i, ça sera en position i-4, encore une fois, hein, i commence à 4, donc je veux qu'en i égale 4, ce 0-là, ce soit la première lettre de mon tableau letters. Et je veux placer à cet endroit-là l'élément correspondant du rack. Donc je vais aller récupérer dans le rack avec rack.get, et ici je dois mettre l'indice correspondant. Donc l'indice, attention, c'est pas i lui-même, c'est input array crochet i. Mais input array crochet i, c'est évidemment une chaîne de caractères. Donc je veux la transformer d'abord en entier avec par exemple integer parse int. Okay. Encore une fois, IntelliJ vous propose de le faire automatiquement et je le fais donc ici. Une fois que c'est fait, eh bien j'ai un tableau letters et je vais pouvoir appeler setLetters sur le board, setLetters avec le row, le col, la direction et le tableau letters. Vous demandez comment est-ce que j'ai fait pour taper ici les différents paramètres. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, j'ai utilisé CTRL-SHIFT-espace pour avoir de l'autocomplétion qui prend en compte le contexte et notamment le type des variables à ma disposition pour autocompléter facilement. Et donc je n'ai qu'à essentiellement choisir le premier ou le second choix dans chacun des cas. Bien, je vais pouvoir effacer cet exemple-ci que j'avais mis juste pour illustrer, et donc on voit que j'ai fait ce que j'avais dit. Hein. Donc j'ai transformé tout ça en entier, j'ai transformé ça en direction. Ici j'ai fait un petit tableau dans lequel chacun récupérait les éléments dans le rack. Okay, donc je peux supprimer maintenant cette ligne d'exemple. Je vais supprimer, ou peut-être je vais laisser ça en commentaire après tout pour illustrer ce que fait le code. Et maintenant, on va simplement exécuter cette fonction run à partir de ma méthode main. Alors ici, j'appelle simplement run. Et à la fin, j'affiche le jeu est terminé. Alors, peut-être avant d'envisager d'exécuter ce programme, il faut un petit peu regarder ce que ça fait. Donc on arrive dans main, on appelle la méthode run,
qui va créer un board, donc je vous rappelle un board 15 x 15 qui est complètement vide, et puis on crée un rack. Alors ce rack est vide et j'avais dit on va lui rajouter des choses bientôt. Eh bien, c'est peut-être le moment de le faire. À chaque fois qu'on dépose un mot, il me semble opportun de rajouter les lettres qu'on vient de déposer, ou en tout cas de rajouter le même nombre de lettres que celles qu'on vient de déposer. Et puis au début du jeu aussi, il faut ajouter un certain nombre de lettres. Alors je ne connais pas combien de lettres il doit y avoir dans un chevalet au Scrabble. On va dire 8, et on va définir ça comme étant une constante. Ok, donc je vais l'écrire ici au-dessus. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le mettre ici au-dessus, mais a priori, moi, c'est là que je le mettrai. Final int, number of letters on rack. Ok, je vais mettre 8. Alors, la convention pour les constantes, c'est de les mettre en majuscule, donc c'est pour ça que je le fais ici en majuscule. Et donc, au début du jeu, là, j'ai créé une liste vide, mais je vais enlever ça. Hein. J'ai utilisé list.off pour avancer vite. Et je vais simplement l'enlever et je vais à la place faire new ArrayList. Et alors je vais récupérer combien? Je dois récupérer ce nombre-là de letters du bag. Donc je vais prendre le bag, je vais l'instancier, j'ai probablement besoin de mon bag pour la suite. Et donc je vais simplement tirer le bon nombre de lettres dans mon bag, et je vais mettre ça. Alors j'avais oublié par contre, vous voyez c'est en rouge ici, pourquoi? Encore une fois, c'est parce que je suis dans une méthode statique et j'ai oublié de mettre ça statique sur ma constante, donc je vais le faire maintenant, voilà. Donc je retire des lettres de mon bag, et pour chacune de ces lettres-là, je vais les poser, les déposer dans mon rack. Okay. Alors une façon de faire, c'est d'utiliser add_all, et de mettre ceci en paramètre. Okay, donc ceci, ça va me permettre d'ajouter des lettres dans mon rack. Une fois que c'est fait, j'ai normalement des lettres pour commencer le jeu. Donc le jeu va démarrer, et ici, on va pouvoir rentrer dans la boucle. Donc dans la boucle, on affiche, on affiche. Si la commande est quitte, on arrête. Si la commande n'est pas cuite, on peut essayer de déposer les lettres. Et donc là, on a tout le manège qu'on avait mis en place tout à l'heure. Alors, une chose qu'on n'a pas faite, et j'avais dit qu'il faudrait faire, c'est qu'une fois qu'on a déposé nos lettres, eh bien, il va falloir les remplacer. Okay. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est que les lettres qu'on dépose, à chaque fois qu'on dépose une lettre, eh bien, on va en mettre une autre à la place. Okay, donc on va utiliser rack.set cette fois-ci. À la position, donc la position c'est ceci. Alors je pourrais copier-coller, mais je préfère introduire une variable que je vais appeler index. Et donc à cette position-là, eh bien, je vais simplement prendre dans mon bag une autre lettre. Et j'obtiens comme ça, j'ai remplacé la lettre dans le rack. Alors, dans l'état actuel des choses, si le sac de lettres est vide, on ne fait rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je me rappelle plus ce qu'on fait dans Draw. On va juste obtenir ici une exception. Hein. Si le sachet ou si le sac de lettres est vide, donc si la liste letters est vide, quand on fait remove 0, ben, il n'y en a pas. Et donc, on va avoir juste une exception. Pareil si c'est pendant l'autre Draw. Donc, on va avoir une exception. Alors, c'est pas très grave. Je pense qu'on va laisser ça comme ça pour l'instant. Mais on pourrait rajouter, alors, soit il faudrait rajouter une gestion de l'exception avec un try-catch, ou alors il faudrait simplement avoir une façon de dire, tiens, le bag est vide et donc le jeu s'arrête. Et donc on pourrait dire ici, si le bag est vide, alors le jeu s'arrête. Évidemment, cette méthode est vide n'existe pas encore, ou je vais l'écrire en anglais, hein, isEmpty. Cette méthode n'existe pas, mais on pourrait l'écrire, on pourrait entièrement l'écrire, et à ce moment-là, le jeu s'arrêterait. Allez, on peut l'écrire, allez, on va l'écrire maintenant, ça doit pas être bien compliqué. Comment savoir si un sac ou un bag est empty? Eh bien, hop, on crée la méthode, et simplement, il suffit de regarder s'il reste des lettres. Okay, et justement, il existe une méthode isEmpty sur
l'objet letters ici, hein, qui est, je vous rappelle, une liste de lettres. Et donc, il suffit de retourner ça. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on écrit ce genre de code? Il suffirait de directement accéder à this.letters à partir de app. Ok, on pourrait faire bag.letters.isempty peut-être. Sauf que rappelez-vous, letters est, ou en tout cas devrait, j'ai oublié apparemment de le faire, devrait être privé. Alors je vais rectifier ça tout de suite parce que ça n'est pas le cas actuellement. Si je vais dans bag, je ne suis pas dans la bonne classe, pardon. Si je vais dans bag, letters, j'ai oublié de le rendre privé. Donc ça, je vais le changer tout de suite. Et comme ça, je n'ai pas ce souci. Ok, donc j'ai comme ça une méthode isEmpty qui me permet de vérifier si mon sac de lettres est vide. Alors en réalité, cette méthode ne suffit pas, puisque s'il reste une seule tuile, une seule lettre dans le bag, eh bien, donc dans le cas où il reste une seule tuile, on va avoir un problème si on dépose plus que 2 lettres, puisqu'on va faire un bag.draw pour chaque tuile qu'on dépose. Donc à partir du moment où il reste moins de tuiles que ce qu'on dépose, on va avoir un souci. Okay, donc ici, il faudrait peut-être un petit peu gérer ça différemment, mais je ne vais pas le faire maintenant. On va maintenant lancer le programme pour voir un petit peu si ça fonctionne. Alors, alors plein de petits soucis. Donc l'affichage semble correct. Par contre, vos lettres sont, là, j'ai effectivement été un petit peu fainéant quand j'ai écrit ce code-là. Donc on va aller tout de suite rectifier ça. Donc vous voyez ici, dans vos lettres sont, j'ai à chaque fois ce type de chaîne qui apparaît. Alors comment est-ce qu'on comprend ça? Eh bien, on comprend que c'est un objet de type letter. Hein, donc ici, on a le nom complet de la classe letter, nri.scrabble.letter, un petit arrobase et puis un nombre ici qui est pour l'instant incompréhensible et que je ne vais pas essayer de vous expliquer maintenant. Mais donc voilà, on a ce truc, ça a l'air d'être un nombre un peu aléatoire. Alors revenons à notre code. À quel endroit est-ce que j'affiche le rack? Eh bien, je l'affiche dans display rack, vos lettres sont, et là j'affiche le rack. Alors ici, plutôt que d'afficher le rack comme ça, je vais simplement faire un for pour passer en revue chacune des lettres et simplement l'afficher. Okay, donc je vais faire un south de lettre.getLetter. Ok, donc ceci est une manière de s'en sortir. Alors si je fais ça avec des println, je vais avoir tout sur des lignes séparées. Je préfère les mettre sur la même ligne et rajouter une petite espace pour effectivement séparer les lettres les unes des autres. Donc c'est parti, on recommence à lancer et on voit ce que ça donne. Ok, maintenant j'ai des lettres. Alors, la suite, c'est quoi? C'est que maintenant, j'ai l'impression que le programme est bloqué. Mais rappelez-vous, en fait, j'ai un input line ou un read line, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui se trouve ici, un next line, voilà. J'ai ce next line qui lit au clavier. Mais la lecture au clavier se fait en attendant simplement que j'écrive des choses au clavier. Donc si j'écris quit au clavier, le jeu se termine. Ok, super. Mais c'est un petit peu moche de ne pas avoir au moins un petit message qui me dit tiens, il faudrait écrire la commande. Okay, donc je vais rajouter un petit système out println, écrivez quit ou, alors je vais l'écrire avec des guillemets simples, ou set row call direction index index index. Ok, on va faire ça rien que pour rappeler à l'utilisateur ce qu'il doit faire pour jouer. Alors, on recommence encore une fois. Donc, écrivez quit ou set machin. Alors, je vais faire set et je vais me mettre en position alors 7, 9. Donc, 7, 9, ça sera en 7e rangée, quelque part par ici. Ici. Et en 9e colonne, donc je vais être quelque part par ici. Et je vais déposer mes lettres à cet endroit-là. Alors, je vais le faire verticalement. Hop, je vais mettre un V. En réalité, on se rappelle qu'il y a c'est soit H, soit pas H, mais enfin, si c'est V, c'est très bien. Et alors, je pose un mot. Je vais utiliser RA. Alors, RA, je ne peux pas l'écrire comme ça. Si j'écris R-A-T, ça ne correspond pas à ce que le programme attend. Le programme, il attend une série d'indices. Okay, donc, le R, il est en position 3. Donc, je vais écrire 3.
Le A, il est en position 1 et le T, il est en position 4. On est parti pour écrire RAT. Hop. Et voilà, le rat apparaît dans ma grille au bon endroit. Maintenant, j'ai eu des nouvelles lettres à la place, et je peux utiliser encore la commande set pour essayer autre chose. Alors, je vais essayer de venir ici. Donc, j'étais venu en rangée 7, colonne 9. Donc, je vais me placer en rangée 8, colonne 8, donc c'est-à-dire juste à gauche du A. Et je vais essayer de placer un mot horizontalement. Et normalement, ça devrait faire une erreur qui n'est actuellement pas gérée dans le jeu, mais qu'on pourrait évidemment gérer si on voulait. Et je vais simplement mettre, je sais pas moi, 2, 3, 5, 4, c'est pas très important. Donc ici, j'ai simplement mis DIR. Okay. Et donc on va exécuter ça, et voilà, la case n'est pas vide. En case 8-9, donc la case où se trouve le A, effectivement, la case n'est pas vide, et donc le programme plante comme attendu. Okay. Ceci termine donc ce TD. Je ne vais pas faire la partie optionnelle sur le comptage des points. La vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Bien sûr, ce jeu n'est pas du tout complet, il n'est pas vraiment jouable non plus, mais on a un petit peu d'interactivité, on peut faire quelque chose, et si on ne se trompe jamais, ça peut continuer comme ça pendant quelques tours, simplement le temps de vider toutes les lettres. Donc vous avez quand même pu mettre en œuvre tout un tas de concepts intéressants en Java, et bien sûr, on fera des choses plus complètes plus tard, quand nous aurons vu plus d'outils. C'est donc ici que se termine la vidéo. Bon courage pour la suite. N'hésitez pas à revisionner, mais surtout à aller poser des questions à vos enseignants durant les séances de laboratoire. Bon travail à tout le monde.